Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Bruno Allègre, directeur délégué de la Berrichonne Football. C'est dans les années 80 que Bruno découvre la Berrichonne, emmené par son père, supporter au stade Gaston Petit. Et c'est un déclic. Après des études jusqu'en maîtrise d'économie en Picardie, il rêve toujours de bosser dans le football et envoie des CV. Bruno rentre alors à la Berrichonne Football à 23 ans et côtoie alors des personnalités et des dirigeants qu'il admirait en tant que supporter. Il découvre aussi un club centré sur le bénévolat, la passion, presque familiale à l'époque. Ce qui m'intéressait lors de notre rencontre, c'est de faire un pas de côté, de ne pas se focaliser uniquement sur l'aspect sportif, mais sur l'entreprise Berrichonne Football au niveau local. Et Bruno Allègre, par son recul, son analyse toujours sensée sur le monde du foot, est à mon avis un des meilleurs guides pour comprendre ces enjeux. On a parlé de football bien sûr, mais aussi de management, de retombées économiques, de médias, de passion. Mais on a évoqué également les transferts, les brocantes, Platini et l'attachement au territoire. Je vous embarque à la découverte de Bruno Allègre, un dirigeant supporter. Goodberry, c'est parti. Bonjour Bruno. Bonjour Stéphane. Bienvenue sur Goodberry. Oui, bienvenue dans le nouveau siège de la Berrichonne. Oui, je suis ravi d'être là. Avant de commencer Bruno, j'avais une première question. Comment tu qualifierais d'un mot la saison sportive de la Berry qui s'achève ? On va dire décevante. Ouais. Décevante, ouais, c'est un peu le mot qu'on peut utiliser parce qu'on avait des ambitions légitimes par rapport à la reprise du club par le groupe United avec des moyens, et je pense qu'on a été défaillant sur certains points, il faut le reconnaître, hein, ça fait partie des non-réussites, on va dire, de la saison, parce que ça se joue à pas grand-chose et à beaucoup, mais je pense que voilà, on est tous déçus, mais voilà, ça fait partie du sport. Il y a un premier, un deuxième, et puis un cinquième, et on aurait préféré être dans les deux premiers, mais aujourd'hui on est cinquième. Quand tu dis on a été défaillant, tu penses que c'est une défaillance sportive ou c'est collectif ? C'est toujours, je dirais, collectif, quoi. Il y a pas on doit tous être, je dirais, solidaires quand il y a une défaillance sportive. On doit être une équipe, c'est être ensemble dans les bons comme dans les mauvais moments. Donc après, on peut dire c'est ça. Il y a plein de paramètres qui rentrent en ligne de compte, mais quand on n'y arrive pas, il y a forcément des choses qu'on n'a pas bien fait. On parle souvent de la Berrichonne en termes sportifs. Ouais. Moi, je voulais qu'on parle un peu business et entreprise, si on peut parler d'une entreprise. Ça ressemble à une PME, un club ? Ah oui, je pense que sur beaucoup d'aspects, ça ressemble à une PME, mais dans la globalité, ça ne fait qu'y ressembler. Donc c'est une entreprise, oui, parce qu'aujourd'hui, nous, on a environ 100 feuilles de paye, donc c'est une belle boutique. Les gens s'imaginent pas tout ça, mais ça comprend de la formation, des éducateurs, du personnel administratif, des joueurs. Enfin voilà, c'est beaucoup de salariés, et puis c'est des obligations bien évidemment de gestion, et puis une règle de fonctionnement économique comme celle d'une entreprise. Des actionnaires, aujourd'hui un actionnaire principal United World, et donc derrière une obligation de présenter ses comptes, d'avoir une forme de rentabilité économique comme une entreprise classique. Et quelles sont les différences d'après toi, les plus grandes différences ? Alors les différences, en fait, c'est qu'on est un club de foot devient en fait un lieu où tout le monde a un avis, alors que les gens dans une entreprise classique n'ont pas forcément un avis. Voilà. Ça c'est le critère, on va dire, différenciant. C'est-à-dire que dans un club de foot, tous ceux qui sont à l'extérieur, ils savent comment il faut faire. Ouais. Et en fait, ils n'ont pas tous les éléments que les gens à l'intérieur ont. Voilà. Ça, c'est une chose qui est incroyable. Mais c'est le côté passionnel du foot, c'est le côté interactif avec les gens, c'est le côté qui n'existe, selon moi, nulle part ailleurs. Parce qu'on ne va pas expliquer à un plombier comment il doit mettre les colliers ou à un docteur comment il doit opérer ou comment il doit soigner telle personne. Dans le foot, par contre, ça existe. Et tu ressens cette pression de l'extérieur ? Aujourd'hui, je la ressens moins parce que je suis moins exposé que j'ai pu l'être à une période, mais oui, on la ressent forcément parce qu'on sent
on sent une envie, je dirais toujours importante des gens, et cette envie, on a envie de la satisfaire. Quand on est, alors moi je suis moins aujourd'hui au contact, on va dire, de la partie sportive, puisque j'ai des missions qui sont plus sur la partie économique, développement, structure et tout ça. Mais on la ressent parce que si je parle de mon cas, je dirais avant, tu as une responsabilité, bien sûr, vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de l'attente des gens, mais la première responsabilité, tu l'as vis-à-vis de tes salariés. Et il y a forcément un poids, une responsabilité par rapport à leur emploi, parce que tous les ans, il y a un risque pour l'entreprise. Le risque, il est représenté de pouvoir payer tout le monde à la fin du mois. Et quand tu es dans une situation toujours un peu sur la corde raide, les gens ont du mal à comprendre qu'on vende des joueurs, que ci, que ça. Mais il faut aussi être en capacité d'assurer le fonctionnement de la boutique. C'est un des modèles économiques du club. On dit souvent que la Berrichonne, c'est un club plutôt pérenne, tu vois, qui existe depuis longtemps. Il y a des clubs qui ont disparu quand même en France. Ouais, il y a beaucoup de clubs qui ont disparu ou qui sont passés par des périodes dramatiques. Aujourd'hui, on s'imagine pas ce que c'est, mais le poids en fait de la responsabilité d'une entreprise comme la Berrichonne, il est énorme parce que c'est d'abord des salariés, des bénévoles qui sont là depuis des années, qui soutiennent le club, les supporters, les sociaux, les partenaires. Enfin, il y a un tel nombre de personnes qui sont autour que le poids, tu le ressens forcément, tu es un peu au-delà de ton métier, tu es un peu en mission. Et cette mission, parfois, il faut faire preuve de sérénité, il faut faire face à des critiques parfois sans doute justifiées, mais parfois aussi injustifiées, de la méchanceté gratuite. Il y a des gens qui font preuve d'une méchanceté gratuite dans certains propos qui peuvent toucher, et ça peut toucher à titre personnel, mais ça peut toucher aussi ses proches, et c'est là où c'est plus difficile, parce que nous, à la limite, quand on est dedans, on est préparé. Plutôt réseaux sociaux ? Oui, les réseaux sociaux en font partie, mais après, c'est pas que les réseaux sociaux. Je crois que c'est la nature humaine, quoi. Il y a des gens qui sont plus, on va dire, critiques que constructifs. Critiques que constructifs, voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ouais. T'évoquais United. Ouais. C'est l'augmentation des dépenses qui pousse un club à se tourner vers des prestataires extérieurs ou des financements extérieurs ? Non, c'est pas l'augmentation des dépenses, mais c'est la pérennité en fait d'une structure. En tout cas pour nous, c'était ça l'objectif, c'était de transmettre en fait un club structuré, je pense, avec des infrastructures également de haute qualité, et je pense bien évidemment au Stade Gaston Petit, où la ville a énormément investi au cours des dernières années pour rendre ce lieu, je dirais, le plus réglementaire possible, pour respecter le cahier des charges défini par les ligues, mais aussi pour le rendre le plus, je dirais, accueillant pour les spectateurs. Et parce que quelque part, c'est aussi une vitrine de la ville, et je crois que le maire et son équipe l'ont bien compris. Et donc, ensuite, tout ce qui est autour du club, la formation, les bénévoles, l'histoire, ce centre, tout ça, c'était des choses qui, je pense, plus la gestion qui était enfin voilà, c'est difficile d'en parler, mais c'est de qualité. On peut pas. Enfin voilà, la gestion financière était de qualité. Alors effectivement, sportivement, il y avait quelques difficultés, mais tous ces éléments-là font que on a rendu, je pense, la Berrichonne attractive pour la projeter dans les années futures. Et l'arrivée d'United, c'est un gage de pérennité dans le temps. C'était ça l'idée. Parce que les 30 et quelques actionnaires qu'il y avait au club, certains étaient en même temps sponsors, mais ils étaient peu nombreux. Et donc, si jamais il y avait un incident, on va dire, industriel qui se traduisait par des mauvais résultats sportifs, où il fallait remettre de l'argent dans des quantités peut-être importantes, les actionnaires n'étaient pas en mesure de le faire, ou certains l'auraient peut-être fait, mais pas tous. Et donc dans cette logique-là, il fallait trouver un actionnaire puissant qui soit en capacité de se projeter dans le futur, dans une nouvelle ère. Et c'est ce que les dirigeants de l'époque, et Michel Denisot avec Thierry Schoen, ont réussi à trouver à travers le groupe United. Quand tu parles d'attractivité, c'est l'attractivité ici aussi pour les joueurs ?
Ouais, alors l'attractivité pour les joueurs, elle est basée sur plein de phénomènes. C'est-à-dire que en fonction de l'âge, il y a différents critères qui rentrent en ligne de compte. Si tu es un jeune joueur, tu vas peut-être trouver que le centre d'entraînement de la Tremblère est sympa parce qu'il est à l'extérieur de la ville, il est retiré. Si tu es plus dans la proximité de la ville, tu vas dire que le nouveau, c'est génial parce que c'est tout neuf, c'est moins campagne. Et pour un jeune joueur, c'est aussi important d'avoir des installations de qualité. Alors, les installations de qualité, c'est quoi ? C'est des terrains, bien évidemment, des vestiaires, du personnel capable de mettre les joueurs dans les meilleures dispositions pour les rendre le plus performants possible. Cette performance-là, certains joueurs vont y être sensibles dans un club comme Châteauroux, quand je parle des jeunes, par exemple, parce qu'ils savent qu'ils vont peut-être avoir l'opportunité de jouer très tôt en équipe première et de lancer leur carrière. Donc, ils ont une construction de carrière qui est différente d'un joueur qui dit « Moi, je veux aller à Bordeaux, Bordeaux, c'est peut-être le mauvais exemple aujourd'hui, mais je veux aller, par exemple, je sais pas, dans un grand club, Paris, Marseille ou Lyon, où là, pour jouer, il faut vraiment être du top joueur. » Alors que des joueurs chez nous peuvent avoir l'opportunité, je dirais, de débuter à la Berrichane et d'avoir une carrière progressive. Et il y en a dans les derniers qu'on a réussi à former, on va dire, les meilleurs exemples, ils jouent en Angleterre. Donc c'est Mateta, c'est Wissa, c'est des garçons qui sont formés au club à peu près la même génération et qui sont partis aujourd'hui jouer dans des grands clubs alors qu'ils étaient au centre de formation de la Berry. Cet équilibre économique, il dépend beaucoup des transferts, non ? Oui, les transferts. En fait, il y a deux éléments. Alors quand on est en national, l'élément prédominant c'est effectivement les transferts, mais quand tu attaques une saison, tu sais que tu as environ 1 million, 1,5 million, si je prends l'hypothèse Ligue 2, 1 million, 1,5 million de sponsoring, tu as environ 300 000 euros de billetterie. Donc voilà, donc là tu as les recettes et après tu as les subventions des collectivités, tu rajoutes. Donc tu vas arriver à une enveloppe, on va dire, de 2 millions 2 millions d'euros. Mais quand tu as un budget de 8 ou 9, il faut trouver le reste. Donc le reste, tu le trouves comment ? Quand tu es en Ligue 2, forcément, les droits télé, c'est 4,5 millions, donc c'est prépondérant. Et puis le reste, tu essaies de trouver d'autres sources de financement. Alors c'est ta buvette, les produits dérivés, les choses comme ça. Et puis l'élément d'équilibre ou d'ajustement, on va dire, c'est les transferts. Donc quand tu fais un transfert à 2 et qu'il te manque 2, tu as équilibré ton budget. Quand tu fais un transfert à 4 et qu'il te manque 2, tu en as 2 de côté que tu essaies de provisionner, d'avoir de côté pour la saison prochaine. Ça te donne une sécurité si jamais tu as un coup dur et que tu n'arrives pas à vendre la saison d'après, parce que sinon, il faut les trouver, les 2 millions qui manquent. Et c'est pas simple à trouver. Donc, il y a tout cet équilibre à trouver. Alors, c'est d'autant plus dur, par exemple, lorsqu'on est en national, puisque de 4,5 millions, on passe à 700 000 de droits télé. Donc la différence, faut la trouver autrement. Et donc soit tu as des réserves avec des capitaux propres et tu pioches dedans, soit tu as un actionnaire qui met l'argent. Voilà, c'est ça la règle. Tu participes toi à cette décision de transfert ? Alors j'y ai participé bien évidemment par le passé, moins aujourd'hui, mais par le passé, oui, bien sûr, c'était un élément décisif puisque par exemple les transferts de Jean-Philippe Mateta ou les garçons comme ça, on les a fait à la période on va dire on était en national et c'était des risques importants, mais c'était aussi des bons transferts puisque je crois que c'est le plus gros transfert qui a été fait par le club, donc et qui rapporte toujours aujourd'hui puisque quand on négocie à l'époque quand on négociait des transferts on mettait toujours des bonus, donc et je pense que c'est un élément important qui sera toujours. Je pense que ça paraît pas, mais quand vous dites 20, 10 ou 15% sur un futur transfert, c'est toujours important pour le club pour l'avenir. C'est ça qu'on appelle des bonus ? Ouais, ça fait partie des bonus, ouais. D'accord. La Berry compte une multitude de sponsors locaux. Oui. C'est une force ou une difficulté pour la gestion ? Non, c'est une super force. Enfin, moi, alors peut-être que je suis élevé dans un principe qui est peut-être pas forcément celui que tout le monde pense, mais en tout cas, moi, je pense que c'est une force. Pourquoi ? Parce que ça montre un attachement, je dirais, un enracinement local très important. Ça montre un impact ou une nécessité ou une volonté commune et une adhésion des partenaires à la Berrichane. Et puis sur un aspect plus, on va dire,
sécuritaire, on va dire. Quand tu dépends de un ou deux très gros sponsors, si ce un ou deux très gros sponsors arrêtent, tu te retrouves doublement en difficulté. Alors que quand tu es, par exemple, avec une multitude de partenaires, c'est jamais agréable de voir un partenaire arrêter, mais ça peut arriver, un contexte économique, une volonté, une stratégie. Au moins, tu sais que tu peux en trouver un autre plus facilement. Et donc voilà, le nombre est important et ça fait partie aussi de la philosophie réseau qu'on a. Ah, ok. Alors, la Berrichonne, elle a un lien fort avec le territoire. D'ailleurs, de par son nom, tu vois, ça s'appelle pas le FC Château, ça s'appelle la Berrichonne. Exactement. Quelles sont les retombées économiques sur le territoire d'un club comme la Berrichonne Football ? Alors en fait, il y a les retombées, on va dire, que les gens peuvent percevoir, puis celles qu'ils ne perçoivent pas. Donc pour moi, un budget, c'est donc 6 ou 7 millions d'euros, et sur ces 6, 7, 8 ou 9 millions d'euros, en fonction des saisons, en fonction de la compétition, on va dire que 80% de ce budget est consommé sur place. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la Berrichonne, elle a plusieurs moyens de provoquer des retombées. C'est-à-dire que la première, elle fait fonctionner une économie directe qui sont les autocaristes, qui sont les consommations, on va dire, fluides. Alors même si on dit l'électricité, le gaz, le fioul que la Berrichonne consomme, c'est pas du local. Ben si, c'est du local. Elle paye aussi des taxes. Donc les taxes, elles sont réinvesties localement. Et puis les salariés qui sont ici, c'est des gens qui se logent, qui sont payés, qui consomment. Donc tous les gens qui sont, je dirais, investis à travers le club, par leur rémunération, consomment aussi localement. Donc ça, c'est les retombées, on va dire, qu'on voit ou que tout le monde peut penser directement. Après, il y a toutes les retombées indirectes. Donc celles qui sont liées par exemple au stade. Le stade, on le loue, il y a un loyer, ça revient à la collectivité, parce qu'on dit il y a des subventions. Mais il n'y a pas que des subventions, il y a aussi des dépenses que le club fait pour la collectivité, puisqu'on paye un loyer au match. On emploie aussi des gens qui font la sécurité. On a un prestataire, la société Totem, qui donc elle est en charge de toute la sécurité. Alors quand on parle de sécurité, nous on pense accueil. On essaie de mettre en place un service de sécurité pour que les gens se sentent à l'aise et bien dans le stade. Mais tout ça, ça a un coût. Alors parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, parfois il y a des loupés sur les parkings, ça arrive. Mais dans la globalité, l'esprit c'est ça. Donc ça, c'est les retombées des prestataires, les restaurateurs, dans les loges. Tout ça, c'est des retombées aussi. Et puis après, il y a tout ce qui est retombées indirectes. C'est-à-dire que celui qui arrive de Loches et qui vient voir un match de la Berrichonne, même si aujourd'hui en national, il y en a moins, celui qui arrive de Loches, il va peut-être faire le plein au supermarché ou à la station-service du coin. Donc il va dépenser localement. Il va peut-être venir avec sa femme, qui va se balader en ville, qui va peut-être pas aller au match, mais il va peut-être acheter un sandwich à midi ou le soir en dehors du stade. Il va peut-être manger au restaurant. Donc tout ça, c'est toute une activité, je dirais, économique qui existe, mais qui est rarement identifiée par les gens. Les gens ne le perçoivent pas toujours. Alors ils disent qu'il faut aller en Ligue 1. Oui, mais pour aller en Ligue 1, il faut déjà... parce que là, en Ligue 1, ils le voient tout de suite. Ils voient qu'il y a des équipes de télé qui viennent, on l'a vécu une fois, et donc c'est un autre monde, puisque là, économiquement, c'est multiplié par... c'est exponentiel. Mais déjà en Ligue 2, il y a déjà une grosse importance en termes de retombées. Tu penses que les Castelroussins, ils le perçoivent pas, ça ? Si, je pense qu'ils le perçoivent, mais c'est difficilement quantifiable. En fait, tout à l'heure, tu disais la Berrichonne, c'est local, c'est un peu particulier, effectivement. C'est une histoire, c'est un club qui est le plus ancien club. Les gens en sont fiers. En termes de communication, quand tu parles de la Berrichonne, tu peux aller en vacances si tu mets un t-shirt à l'autre bout du monde. Les gens ou si tu leur dis que tu viens de Châteauroux, ils vont te parler de quoi d'abord ? La Berrichonne. Donc c'est un élément valorisant de ton territoire et de ta fierté locale. Alors c'est toujours pareil, il y a ceux qui sont fiers quand on gagne, quand on perd, et puis il y a ceux qui sont fiers quand on gagne. Mais c'est fait partie du jeu, c'est comme ça. C'est la règle du sport. Mais je pense sincèrement que ces retombées ou tous ces aspects-là sont des aspects moteurs pour le territoire. Est-ce qu'on peut parler de l'affluence et de la billetterie ? La billetterie, on a mis en place beaucoup de choses, mais
Mais parfois, c'est sans doute mal expliqué ou mal communiqué, ou il faut peut-être plus de temps pour que les gens comprennent l'intérêt, je dirais, d'être partenaire ou d'acheter des billets. Parce qu'en fait, Châteauroux, donc le club, a une histoire. Tout à l'heure, on en parlait. Comme à Bourges, c'est le club de basket des filles. Comme à Limoges, c'est le club de basket. Et je dis souvent aux gens, mais que tu sois à Bourges et tu n'aimes pas forcément le basket féminin, c'est pas grave, faut quand même soutenir parce que c'est le flambeau de ton territoire et de ta ville. Et si t'aimes le foot à Châteauroux, bah c'est bien, mais si t'aimes pas le foot, quelque part faut regarder avec un peu plus de hauteur et se dire mais en fait économiquement mon intérêt c'est que le club de foot soit le plus haut possible. Donc même si j'aime pas le foot, j'ai tout intérêt à le soutenir. Donc tous ces aspects, je dirais parallèles dans la réflexion ou dans comment on construit un club à travers sa population, je pense ça doit dépasser le cadre du sport. C'est un autre aspect. Et tu penses que l'affluence actuelle, elle est normale pour un club de national ? Pour un club de national, elle est bonne, elle n'est pas suffisante, mais toutes les personnes qui sont, je dirais, spectateurs potentiels, on essaie de mener des opérations pour rendre le stade attractif, pour les faire venir au stade. Et c'est vrai qu'en national, on peut considérer qu'on avait malgré tout une bonne affluence. Mais cette bonne affluence, elle est proportionnelle en fait à un territoire. Aujourd'hui, quand tu fais 3000 personnes à Châteauroux sur une ville qui en fait 45 000, une agglo de 65, un département de 230, et dans un stade de 15 000, les gens disent il n'y a personne au stade. Ouais, il n'y a personne. Mais sauf que pour nous, c'est énorme. Parce que tu vas comparer 3000 personnes en national dans une densité de population dans un stade comme ça, alors que tu vas comparer avec, je sais pas, le stade d'Orléans, où il y a 3000 personnes, mais où ils sont 600 000 sur l'agglo. Et donc, résultat des courses, la densité de population fait que normalement, il devrait y avoir beaucoup plus de monde à Orléans que chez nous. Donc, la proportion par rapport à la taille du stade et au territoire et à la densité, l'analyse, parfois, elle n'est pas bonne. Les gens voient quelque chose, mais en fait, ce qu'ils voient, c'est pas la réalité. Ils voient 3000 personnes, peut-être, mais ils se disent il n'y a personne, parce que le stade est grand, et après, ils ne mettent pas en perspective par rapport à la densité de population du lieu. Et ça, c'est aussi un élément important. Donc, dans les opérations qu'on mène, on invite des écoles de foot, parce que c'est la génération demain. On a mis des places à 2 € derrière les buts en amont des matchs. Le jour du match, elles augmentent. Donc tout ça, c'est des actions que l'on mène, parfois qui sont entendues, moins d'autres, parce que je pense que le résultat ou le poids de la performance l'emporte sur le reste. Et parfois, on se dit, ouais, ils ont perdu, j'y vais pas. Mais alors que c'est à ce moment-là qu'il faut au contraire venir. Et puis se dire, mais 3 € c'est beaucoup, ou 2 € pour une place. Mais quelque part, c'est un spectacle. Donc, c'est un spectacle qui sera satisfaisant, pas satisfaisant, mais qui va provoquer des émotions, qui va faire passer un bon moment. Et puis, au-delà de ça, je crois que c'est ce côté affectif qui doit prendre le pas. C'est peu importe, entre guillemets, l'adversaire. C'est pour la Berry qu'on vient. Bruno, comment tu rentres à la Berrichonne, toi ? Oh, moi, c'est une longue histoire. En fait, je suis rentré à la Berrichonne en octobre 93. En fait, j'étais supporter. J'ai découvert la Berrichonne dans les années 80, à l'époque de Raymond Lejnik, Denis Mérigot, Jeanne Lang, Yvon Delestre. Voilà, j'étais un spectateur emmené par son père à Gaston Petit. Puis je suis tombé en extase sur les matchs de foot. Ensuite, j'ai fait des études, mais j'ai toujours été passionné par le foot. Des études de quoi ? J'ai fait des études à Amiens. J'ai fait un bac B d'abord, après j'ai fait un DUT Tech Deco, et après un institut supérieur du management à Amiens. Et après, je suis allé en fac pour faire du développement économique dans une maîtrise d'éco. Voilà. Pourquoi t'es parti à Amiens ? Parce qu'en fait, mon père avait une activité professionnelle qui se déplaçait tous les 4 ou 5 ans. Et donc, Amiens était un lieu entre le lieu où je vivais, où j'ai eu mon bac à Vernon, et le lieu où il partait vivre, Charleville-Mézières dans les Ardennes. Et donc, j'avais des amis qui allaient à Amiens, et donc j'ai postulé pour faire mes études à Amiens. C'est comme ça que je suis parti à Amiens, en fait. D'accord.
Et pendant cette période-là, la Berry disputait des matchs dans le Nord, à Dunkerque, à Amiens notamment, à Beauvais. Et donc moi j'allais voir les matchs en simple supporter, hein, comme je venais en voir ici, puisque quand je revenais voir mes grands-parents en vacances ou le week-end. Et puis après j'ai fait mon service militaire, et donc à l'issue, je rêvais toujours de bosser dans le foot. Et donc j'ai envoyé des CV. Donc j'ai envoyé un CV en juillet 93 à Patrick Trottignon, qui était à l'époque donc manager général de la Berrichonne. Mais un CV pour faire quoi ? Pour faire attaché commercial. D'accord. Donc c'était ça l'idée, c'était de rentrer dans le commerce, voilà, de développer. J'avais soumis avant de tout ça, quand j'étais plus jeune, j'avais forcé entre guillemets des portes pour rencontrer des gens et de la Berry pour créer une télécarte, parce qu'à une époque, les télécartes pour téléphoner, c'était donc bien avant notre fameux téléphone, se faisaient avec des pubs. Ah oui, exactement. Et donc j'avais dit, je vous soumets une idée, faites une télécarte aux couleurs de la Berrichonne, de l'équipe, et comme ça, vous la vendrez avec les supporters. Voilà, c'était comme ça, la première rencontre, on va dire, un peu officielle, c'était comme ça. Puis après, donc, il y a eu les études, tout ça. Et puis à l'issue, donc Patrick m'a dit, bah, écoute, la Berry s'entraînait à Blanche de Fontars à l'époque. Mm-hmm. Il m'a dit, j'ai reçu ton CV, je regardais un entraînement, puisque je terminais juste l'armée. Et il m'a dit, passe me voir au bureau, il y a peut-être une place qui va se libérer. Donc le club descendait en national. Je suis passé au bureau. Il m'a dit, voilà, je te propose un temps partiel au SMIG, ça te va ? J'ai dit oui, ça me va. Et il me dit, je te préviens, si on ne monte pas à la fin de la saison, le poste, il est supprimé. Ouais, j'ai dit, ok, pas de problème, on y va. Et c'est parti comme ça. Et donc, il y avait, à l'époque, il devait y avoir 3 personnes dans les bureaux. Il y avait donc une secrétaire, Véronique, une comptable, Brigitte, et donc Patrick, qui était manager général à l'époque. Voilà. Donc moi, j'étais le 4e, et je remplaçais quelqu'un qui partait, qui s'appelait Laurent Rochoux. Voilà l'histoire, comment elle a débuté. Et puis après, il y a eu d'autres aventures. J'ai essayé de faire mon travail le mieux possible, ce qui a été, je pense, reconnu. Et donc derrière, j'ai eu d'autres missions, d'autres postes. Tu te souviens des premières semaines de travail à la Berry ? Ouais, je m'en souviens très bien, ouais. Ouais, je me souviens très bien. Et c'était l'été, c'était au mois de juillet, c'était très chaud. Je me souviens je me souviens de tout. Ouais. Qu'est-ce qui t'a étonné le plus dans ce monde ? J'étais dans la peau un peu d'un supporter, donc, mais j'étais aussi dans la peau de celui qui débutait, parce que c'était mon premier job. Donc beaucoup d'écoute, de découverte, voilà, c'était un peu un rêve de gosse, quoi. Puis c'était en même temps une pression aussi, parce que j'avais envie vraiment de réussir, quoi. Donc j'avais cette volonté-là. Puis après c'était une belle aventure humaine aussi, parce qu'on n'était pas nombreux. Quand on n'est pas nombreux, on a aussi, je dirais, plus de proximité avec les gens. Et puis on était dans un monde, dans un autre monde. Ouais. Et à cette époque-là, il y a quelqu'un qui t'a marqué ? Ouais, j'ai eu, en fait, moi j'ai eu beaucoup de chance à cette période-là, c'est que j'ai été très bien intégré, et j'ai eu la chance de côtoyer des gens qui étaient pour moi je vais pas dire des modèles, mais des idoles, quoi. Donc j'ai rencontré Michel Denisot, forcément. J'ai rencontré les dirigeants de l'époque, Gilles Combe, Daniel Beaujean, Luc Declercq, donc des personnes, des chefs d'entreprise investis localement, qui n'étaient pas forcément passionnés par le foot. Et puis des gens comme Thierry Sansen, qui avaient plein de punch, plein d'envie, enfin voilà, ces 4 personnages-là ont été des personnages importants, associés bien évidemment à tout cet univers qui mêlait bénévolat, ambiance familiale. Voilà, c'était. Après, il y avait des gens qui restent des mémoires pour le club et qui sont importants. C'était forcément Claude Jammet. Parce que moi, quand je venais voir les matchs à 10 ans, le président, c'était Claude Jammet. Et donc, je côtoyais des gens que je voyais, mais avec une proximité que je n'avais pas avant. Donc ça, c'est des moments un peu privilégiés et qui marquent, ouais. Et t'avais quel âge ? J'avais 23 ans. Ouais.
Et des enseignements dont tu te rappelles? Ouais, je crois que les premiers enseignements, c'est toujours cette volonté d'aller de l'avant. Alors chacun apporte, entre guillemets, certaines images, quoi, des caractéristiques. Ils sont de leur différence, en fait, devenaient quelque chose de forcément très complémentaire. Mais par contre, même s'ils étaient différents, ils avaient tous une volonté commune d'être ensemble, puis ils étaient tous un peu de la même génération. Construisaient quelque chose ensemble au service du club. C'était pas pour eux parce qu'ils avaient pas, voilà, ils étaient au service du club. Et je pense que c'est ça, ce qui était le plus important, c'est ce côté être au service. J'ai une question plus difficile, Bruno. Dans toute ta carrière à la Berrichonne, est-ce qu'il y a des choses, si tu pouvais, que tu referais d'une autre manière? Ouais, il y a des choses que je ferais. Il y en a pas beaucoup, hein. Il y a pas beaucoup de choses, mais il y a forcément une chose qui est qui changerait, ouais. Je pense que c'est la manière de communiquer. Parce qu'en fait... Du club ou de toi? Non, à titre perso. Ouais. Ouais, à titre perso, parce que dans le fonctionnement qui peut être celui d'un club, en fonction de ton exposition, soit tu te mets comme un paratonnerre, ce que j'ai essayé de faire, entre guillemets, dans certaines missions, en protégeant peut-être les autres. Et donc, tu ne comprends pas pourquoi des gens ont telle ou telle attitude ou tel discours. Parce qu'en fait, ils racontent des choses qui ne sont pas vraies, mais pourquoi ils le racontent? Parce qu'il y a des gens qui leur répètent des choses qui ne sont pas vraies. Donc, en communiquant plus, je pense qu'on peut arriver à effacer cette partie-là. Aujourd'hui, tu as un poste important dans le club. Tu as un poste de directeur délégué. J'ai une mission, on va dire, de développement de tout ce qui est infrastructure, tous les projets, les grands travaux, la partie sponsoring, bien évidemment. Après, les contrats de joueurs pro, les choses comme ça. Et après, d'adjoint, on va dire, de Patrick par délégation, qui est aujourd'hui le directeur général. Tu fais de rares interventions dans les médias. Ouais. Pourquoi? Il y a deux périodes. C'est-à-dire qu'il y a la période d'avant où j'étais vraiment très exposé et où j'aurais pu faire plus d'interventions si on m'avait donné parfois la parole. Mais comme j'avais mon franc-parler et que je disais sans doute à certaines personnes ce que je pensais de leurs attitudes, forcément, au bout d'un moment, ils vous réduisent le canal de distribution ou de communication. Et là, après, les gens ont la perception qu'en fait, vous communiquez moins. Donc c'est une volonté d'entreprise, non? Ou peut-être une maladresse, on va dire, de ma part, de vouloir... peut-être protéger certaines personnes dans un contexte où en fait, le sentiment qui peut naître, c'est la compétence passe après le côté communicant. Si vous êtes un bon communicant, un bon copain de Pierre, Paul, Jacques, parfois vous devenez un mec qui est super génial, même si vos compétences sont limitées. Mais par contre, en communication, vous êtes fort. Étant jeune, toi, tu voulais faire quoi? Comme sans doute beaucoup de gamins, je voulais être joueur de foot. Voilà, c'était un peu un rêve de gosse. Après, t'as joué? Ouais, j'ai joué, mais après j'ai eu des problèmes de genoux et donc j'étais pas un joueur d'un niveau, je dirais qualitatif pour devenir footballeur professionnel. Par contre, je pense que dans ma tête, je me suis dit, j'ai pas pu faire joueur de foot professionnel. Je pense qu'il y a des choses à faire autour du foot. Et donc, j'ai réorienté, on va dire, ma volonté sur ça. Donc, j'ai la chance aujourd'hui de faire un métier qui est à la fois une passion, on va dire, et quelque chose, c'est quelque chose qui me plaît, ouais. Et quand tu étais jeune, outre la Berrichonne, tu étais supporter de quel club? Alors, moi, j'étais supporter des Girondins de Bordeaux. Mais sinon, j'étais supporter en premier de la Berrichonne. Mais après, le deuxième club, c'était les Girondins. D'accord. Il y a un événement sportif qui t'a marqué quand tu étais jeune? Jeune ou moins jeune, mais c'est vrai que j'étais encore jeune, on va dire. L'accession en première division. Ouais. Oui, parce qu'on sait, c'est un élément qui est difficile à mesurer. Mais là, on prend comme un pilote de chasse, on prend des G. Comment t'expliques qu'après toutes ces années, parce que ça fait quand même plus de 20 ans, on en parle encore? Parce que c'est un phénomène dingue et parce que c'était jamais arrivé. En fait, le jamais arrivé provoque un engouement incroyable, ou alors, quand ça se reproduit, ça
permet à tout le monde de rajeunir de 10, 20, 30 ou 40 ans. En fait, le foot, c'est une forme de jeunisme. C'est-à-dire que les gens sont toujours en train de dire avant on faisait ci, avant on faisait ça, avant c'était comme... Ok. Et donc ça veut tout dire et rien dire. En fait, monter en première division demain, c'est beaucoup plus dur, proportion gardée, toute proportion gardée, que monter en première division il y a X années. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on était en deuxième division et qu'on montait en première division, l'écart budgétaire, on va dire, entre les clubs à cette période-là, il était, de 300 000 francs. Aujourd'hui, entre un club de Ligue 2 et le plus gros et le plus petit, il y a 25 ou 30 millions d'euros d'écart. C'est plus la même échelle. Donc le rapport, alors on sait bien que l'argent ne fait pas le tout, mais parfois ça contribue quand même à éviter de se planter ou à avoir plus de moyens pour attirer tel ou tel joueur, quoi. Je voulais qu'on parle un peu management, Bruno. Un club, ça navigue souvent au gré des résultats sportifs. Oui, forcément. C'est ce qui fait la différence, par rapport à une entreprise classique. Comment tu gères, toi, cet imprévu dans le management des équipes ici ? La plupart des gens qui sont ici sont des gens qui sont quand même globalement expérimentés. Donc, les gens qui sont dans l'administratif, ils connaissent au fil du temps. Il n'y a pas de mouvement de personnes de nouveaux qui arrivent. Là, il y en a des nouvelles recrues, on va dire, qui arrivent dans le fonctionnement du club, mais il y a toujours ces anciens qui ont une forme d'expérience et de sagesse en fonction des événements. Les anciens, ils sont forcément là pour transmettre aussi une forme de sérénité. Donc, dans la relation qu'on a, on sait que tant que la ligne n'est pas franchie, on ne connaît pas le résultat. En fait, la différence qu'il y a par rapport à c'est que tous les gens qui sont ici savent que jusqu'au dernier moment, il peut se passer plein de choses. Et donc cet aspect-là fait qu'ils gardent un esprit positif et c'est notre rôle à nous de leur transmettre cet aspect déterminant qui est de rester positif face aux situations. Et cette sérénité-là, tu l'as appris durant tes années ici ? Oui, bien sûr, c'est l'expérience, c'est le temps, parce que tu as aussi une forme de, pas dire de sagesse, mais il y a beaucoup de jugement dans le foot. Oui. Donc le jugement, il faut aussi se mettre à la place des autres. Ça évite d'avoir tel ou tel comportement. Si tu es dans une tribune que tu insultes tel joueur parce qu'il a loupé une passe, parce que ça, imagine-toi qu'à côté de toi, il peut y avoir soit son fils, il peut y avoir ses parents, et que si c'était toi qui étais dans la tribune à leur place et que c'était ton fils qui était sur le terrain, je pense que la réaction que tu aurais vis-à-vis de ton voisin, ça ne serait pas la même. Donc il faut arriver à ce que tous ces messages ou toutes ces attitudes, il faut se faire une carapace bien évidemment, mais les gens qui sont ici ont plutôt cette carapace, cette expérience. Donc le management, ils ont l'expérience pour certains et puis la transmettre à d'autres. Et donc en fait, nous, notre rôle, c'est de rester toujours positif et d'essayer de toujours trouver une solution aux problèmes rencontrés, comme dans la vie de n'importe quel manager. Dans les entreprises, il y a beaucoup de problèmes souvent de communication entre les différents services. Ouais. Comment toi tu communiques, ou comment la partie administrative de la Berrichonne Football communique avec le côté sportif ? Alors ça, c'est un des éléments entre guillemets qui est un peu plus compliqué à gérer. La communication interne, c'est celle qui est la plus dure en fait. Alors externe aussi, mais interne, c'est aussi compliqué dans le sens où nous aujourd'hui, on avait un problème de distance. Ce problème de distance, il est en voie d'être résolu puisque avec ce nouveau centre administratif et technique, on aura tout le monde sur le même lieu. Oui, alors qu'avant, l'administratif était à Châteauroux, le sportif à 15 km à la Tremblère. Donc, sur cet aspect-là, on va solutionner une partie, je pense, des problèmes de communication que nous pouvions avoir. Néanmoins, il en existera toujours parce que je crois que la communication de certaines informations, c'est avant tout un état d'esprit. Soit vous avez envie de communiquer, tu as envie de passer l'info dans tel domaine à
telle personne, soit tu fais on va dire de la rétention d'infos et parfois ça peut être utile parce qu'il y a peut-être des choses qui restent bien évidemment confidentielles, c'est normal. Mais parfois tu veux garder ton petit précaré puis tu veux pas communiquer à l'autre. Enfin voilà, Mais dans la globalité, le plus dur c'est de la distance, quoi. Quand tu es à côté, tu as quand même moins de risques. Même si tu oublies un jour, tu recroises la personne. Enfin, si tu oublies le matin, tu recroises la personne, tu peux lui... Ah tiens, j'ai oublié de te dire que... Mais c'est un des éléments les plus compliqués à gérer. Ouais. Et concrètement, il y a des réunions entre l'administratif et le sportif. Il y a des réunions, je dirais, avec les cadres qui se passent... en fait, c'est un système à plusieurs branches. Hein. Il y a un référent sportif, un directeur sportif... qui lui est en contact direct avec l'entraîneur pour tel ou tel domaine, avec le médical pour tel autre. Donc les informations, normalement, elles ont un circuit assez basique. Hein. Chaque personne est responsable d'un secteur et transmet les infos à l'autre. Et comme on se réunit, on va dire tous les mois, voire tous les 15 jours, voire tous les 8 jours en fonction de l'actualité, ça c'est des réunions on va dire, de personnel, mais après il y a des réunions internes de service. Qui sont, on va dire, à la semaine, quoi, ou en fonction de l'actualité. Et en management, toi, tu continues à apprendre des choses ? Ouais, je pense qu'on apprend tout le temps. L'évolution des moyens de communication et de la société dans son ensemble, mais je pense que c'est aussi un peu lié, font qu'on apprend toujours. Enfin, il faut toujours être en éveil, il faut toujours être attentif à ce qui se passe, à ce qu'on peut... trouver comme moyen de communiquer, comme moyen de manager les gens, de les motiver. Les périodes, je dirais, extérieures style Covid sont aussi des éléments qui changent la manière de travailler. Voilà, c'est tout ça, on doit en tenir compte pour demain. Par exemple, tu as changé quoi dans la manière de travailler avec le Covid ? Je pense que, alors est-ce que c'est lié au Covid ou lié à des petits soucis de santé ? Je pense que c'est un peu les deux. On essaie d'avoir un peu plus de distance par rapport au stress, par rapport à tous ces... se dire que, bon, quelque part, il y a des choses plus importantes que de se rendre malade pour certains trucs ou de se... voilà, je pense qu'on une philosophie différente. Après, en fonction des lieux dans lesquels tu vis, tu changes aussi ton attitude. C'est-à-dire que quand tu vis, par exemple, moi j'ai passé 29 ans de ma vie dans les locaux de Claude Jammet. Donc qui sont des locaux que certains vont considérer comme super et d'autres vont dire mais comment vous pouvez travailler dans des trucs pareils ? Et nous, ça ne nous a jamais posé de problème parce qu'on y a vécu X années de notre vie et que notre fonctionnement, notre management, notre proximité, voilà, c'était une manière de vivre en fonction d'un management. Ici, on arrive dans un nouveau bâtiment, dans un nouveau site qui se projette pour les 30 ans à venir. Donc forcément, je passerai moins de temps ici que j'en ai passé là-bas. Hein, parce que, voilà. Et donc, dans toute cette logique-là, quand tu crées un objet, un site ou un lieu comme celui-là, c'est un lieu qui devient un lieu d'exigence. C'est pas un lieu de confort. En fait, c'est ça ce qu'il faut intégrer. C'est que dans la tête des gens, ils se prennent pour qui, machin. Oui, ok, mais quand tu as un truc comme ça, que ce soit pour les joueurs, pour n'importe qui, bah, tu dois être encore plus exigeant dans la performance, dans la qualité du travail, tu dois... Enfin, améliorer des conditions de travail, c'est pour augmenter l'exigence. C'est pas pour installer les gens dans du confort. Oui, c'est comme dans les ateliers où c'est sale, ce sera toujours sale. Et quand tu as un atelier qui est propre, forcément, tu vas tout faire pour qu'il reste propre. Voilà, voilà, il y a plein de. Alors, la perception en fonction des individus n'est pas la même, donc parfois il faut rappeler certaines choses. Oui. Et quand tu parles de stress, parce que j'imagine que tu vis 100% berrichonne. Oui, mais c'est valable alors à des degrés moindres, mais c'est valable pour tous les gens, qu'ils soient salariés en haut de l'échelle ou en bas. Ouais, je suis d'accord. On est pris par un truc, t'es pris par un truc qui est... Ouais, ta vie, t'as tes heures, on va dire, officielles, et puis t'as tes heures, les autres, c'est les mêmes. Ouais. Enfin, c'est pas au même endroit, mais dans la tête, oui. Est-ce que t'as des trucs, toi, pour déconnecter un peu de ce monde du foot ? T'as d'autres passions ? Ouais. J'ai d'autres passions, et puis je crois que c'est vital aussi. Hein, donc j'ai une passion pour les brocantes. Voilà, ça c'est un truc que
J'adore me lever le matin à 5h le dimanche pour aller faire une brocante, pour aller chiner un objet, sans vraiment avoir de... Mais ça, c'est une de mes passions et ça me permet de me vider, entre guillemets, la tête, quoi. Voilà. C'est quoi le dernier objet que tu as acheté ? Le dernier objet, j'en ai eu plusieurs, là, mais l'un des derniers que j'ai trouvé assez sympa, c'est un bouquin que j'ai trouvé donc à Arton, à la brocante, et qui est un bouquin qui parle de la base américaine à Châteauroux et où il y a toute l'histoire avec toutes les personnes, les photos de toute la base. Et je trouve, voilà, c'est... Quand on va chiner des objets ou des bouquins ou des trucs, on est à la recherche d'une connaissance ou de s'informer ou de... Voilà. Et là, j'ai trouvé que c'était un truc sympa. Ouais, cool. Alors, j'ai pour finir, Bruno, quelques petites dernières questions rapides. Ouais. Rapides. La question est rapide, après tu développes plus ou moins. Si tu avais un conseil à donner à un jeune ou une jeune qui veut intégrer le monde du foot, alors plutôt sur le côté administratif ou gestion, ce serait lequel ? De garder le côté passionnel, de garder la sincérité lors de l'entretien, d'accepter entre guillemets de débuter tout en bas, parce que pour moi c'est la base. Aujourd'hui j'ai une chance, c'est que dans tous les postes administratifs je les connais tous, mais je les connais tous parce que je les ai peut-être tous aussi un peu pratiqués. Mmh. Et donc, la pratique ou la connaissance par l'expérience permet après de progresser. Alors que quand on sort souvent de l'école, on a toujours tendance à dire on est un peu professeur, on a appris, on a eu du savoir et après on devient professeur. Et malheureusement, le monde du travail, c'est surtout un monde où on apprend des choses, où on met en application des choses qu'on nous a évoquées, mais il faut être très à l'écoute des professionnels qui sont, selon moi, sur place dans les entreprises. D'accord. Tu as une volonté de transmettre ce que tu as appris ? Ouais, j'ai cette volonté-là. Il faut trouver les gens qui soient réceptifs. Mais c'est vrai que, par exemple, il y a des garçons ou des filles qui sont aujourd'hui à la Berrichonne. Ils sont rentrés d'abord en job de vacances. Après, ils ont fait des stages. Et après, les stages sont devenus des emplois. Et je pense que c'est important parce que la Berrichonne est un club, je dirais, avec sa propre identité, ses propres codes, valeurs, fonctionnement et tout ça, état d'esprit. Et c'est bien que les gens aient eu cette démarche-là parce qu'ils ont pu se familiariser au fil du temps avec les particularités. Et chaque club a son... alors voilà, moi je parle de la Berry, mais après chaque club a ses particularités. Est-ce que tu as une maxime ou une citation que tu aimes bien ? C'est pas une maxime ou une citation, c'est plutôt un truc que je m'impose ou qui me vient naturellement. C'est qu'en fait, j'essaie de me dire que chaque jour, il faut trouver une idée nouvelle. Et en fait, une idée, voilà, pour l'entreprise, pour, un sujet, une réflexion, trouver. Et il faut toujours être en éveil, en fait, et toujours penser à ce qu'on peut faire de mieux pour demain, à créer, à aménager, à penser pour les autres. Enfin, voilà, c'est plutôt mon truc, ça. C'est le matin, ça ? Ouais, c'est le matin parce que je suis plutôt du matin, mais c'est pas spécialement le matin. Ça peut être le soir, ça peut être. Et puis on trouve pas tous les jours. Ça arrive pas tous les jours qu'on ait une. Mais c'est la gymnastique intellectuelle qui t'intéresse. C'est ça qui m'intéresse, ouais. Ton joueur préféré ? Qui a joué ou qui joue ? À Châteauroux ? Non, n'importe. Le joueur qui m'a, on va dire, le plus marqué, c'est Michel Platini. Pourquoi ? Parce que c'était à travers la télévision un joueur par rapport au gamin que j'étais qui m'a procuré des émotions. Voilà, qui a été aussi le tremplin vers autre chose pour ma génération.
C'était le Platini qui arrivait de Nancy, qui était un joueur talentueux, mais qui arrivait à Saint-Étienne, et puis de Saint-Étienne qui arrivait à la Juventus. Le foot devenait quelque chose de beaucoup plus international. C'était au-delà d'être un sport du dimanche matin, qui est un merveilleux lieu de rencontre et d'échange avec les gens. C'est devenu une économie. Ouais. Et c'est dommage ou non ? Non, je trouve ça bien. Ouais. Je trouve ça bien parce que c'est un générateur d'emploi, c'est de liens sociaux, d'humanité. Il y a dans le foot où tu retrouves des gens de toutes origines. C'est le seul endroit où dans une tribune, tu as le chef d'entreprise qui est assis avec le mec qui est malheureusement au chômage. Voilà, donc tu retrouves un côté rassembleur à travers les couleurs d'une équipe, et tu retrouves aussi les mauvais côtés parce que parfois y a des débordements. Mais quelque part, le foot et un stade de foot, c'est un révélateur de la société. C'est le miroir grossissant de la société. Ouais, c'est sûr. Est-ce qu'il y a eu un échec dans toute ta carrière ? Alors, c'est pas trop l'échec qui m'intéresse, mais c'est la façon dont tu as surmonté cet échec. Enfin, les échecs, je pense que oui, on en a sans doute, mais je n'ai pas d'échec particulier traduit comme tel, on va dire. C'est plus des incompréhensions qui ont conduit à des décisions qui étaient peut-être pas agréables à vivre. Mais c'est pas de l'échec à proprement parler. L'échec, c'est la veille du succès. Hein. C'est pas. Je veux dire, un échec un jour, tu restes pas sur un échec. Tu trouves une autre. Il y a une autre formule. C'est de rebondir, quoi. Il y a pas de. Ok. Il y a toujours une dernière question, Bruno, sur le podcast. Ouais. Je voulais savoir quel est ton endroit préféré dans le Berry. L'endroit où tu te sens bien. À part le stade. L'endroit où je me sens bien. En fait, c'est peut-être pas la réponse que tu attends, mais je vais te dire que je me sens bien partout dans le Berry, en fait. Enfin, partout dans l'Indre, parce que le Berry, c'est effectivement pas que l'Indre, mais je me sens bien. Je me sens bien partout dans l'Indre. Pourquoi, je sais pas. Je suis très attaché à mon département. Je trouve qu'il y a des endroits magnifiques. Les gens sont... j'ai des copains, j'y passe des moments super. J'ai toujours été partout, même avant d'être dans le foot. On se moquait de moi, mes potes à Amiens. Ils me disaient, mais t'es malade, toi, de défendre le Berry ou l'Indre ou Châteauroux. C'est un tout petit village. Mais je trouve cet endroit... ça ressemble à tout ce que j'aime. Et c'est varié, c'est verdoyant, il y a de l'eau, il y a des gens qui adorent les produits du terroir, il y a plein de bon sens paysans, et à côté de ça, il y a plein de gens qui créent des choses ou qui inventent ou qui défendent et je trouve que c'est une belle. Je suis bien partout en fait, voilà. Et dans le podcast, il y a souvent des invités qui me disent la difficulté d'être fier. Ouais, ça me surprend parce que en fait, on a tendance à trouver l'herbe plus verte ailleurs, alors qu'en fait, elle est géniale. Et j'en veux pour exemple, c'est quand des gens qui viennent de villes beaucoup plus grandes, des amis. Qui viennent à Châteauroux et qui découvrent le Festival d'Arc, qui découvrent le château de Valençay, qui découvrent Aiguzon, qui découvrent la Brenne. Mais il y a dans combien de départements tu peux avoir une telle variété de choses et en fait les gens s'en rendent pas compte. Et un aéroport comme on a, je peux en citer, mais il y a un club de foot forcément, mais je veux dire, il y a une multitude de richesses que les gens ne voient pas ou n'apprécient pas, mais il en faut pour tous les goûts. En tout cas, pour moi, je les apprécie. Ok. Merci en tout cas, Bruno. Merci à toi. Pour la conversation. Merci. On suivra la Berry. Ouais. Objectif Ligue 2. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Salut.
Voilà, fini pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et merci d'avoir passé du temps avec Bruno et moi. Et quelques petites choses avant de vous quitter. Si vous voulez retrouver les liens de la discussion, c'est sur le Facebook de Goodberry Podcast. Si vous voulez me contacter pour me proposer un ou une invitée ou me faire un feedback, c'est sur goodberrypodcast@gmail.com. Dernière chose qui compte énormément, c'est de partager les posts Facebook et de noter 5 étoiles sur vos plateformes de podcast. Ça permet de donner de la visibilité à Goodberry. Et si nous sommes si nombreux dans cette communauté, c'est grâce à cela aussi. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Et d'ici là, inspirons-nous.